Cet homme est une énigme. Déterminé, ambitieux, dynamique pour les uns, il est le seul qui peut reconstruire une droite en miettes. Sectaire, clivant, opportuniste pour les autres, il ne va qu'accélérer les divisions du parti. L'homme qui vient d'être élu à la tête des Républicains pense être l'alternative crédible à Emmanuel Macron en 2022. Il a 2 ans de plus seulement que le président. Il est archi-diplômé comme lui. Premier à l'agrégation d'histoire, normal, major de l'ENA. Mais il préfère vous vanter son ancrage local, les terroirs et les territoires qu'il parcourt vêtu de sa parka rouge. Qui est-il vraiment? Quelle est sa ligne politique? Sur l'immigration, sur la laïcité, sur l'Europe? Est-il sincère ou comme Frank Underwood, le héros de House of Cards qu'il admire, prêt à tous les coups bas pour obtenir le pouvoir? On lui rappellera que ça a mal fini pour l'acteur. Voici l'émission politique avec Laurent Wauquiez. Bonsoir à tous et bonsoir à vous, Laurent Wauquiez. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez donc 2 heures pour mieux vous faire connaître, qui vous êtes, ce que vous avez vraiment dans le ventre. Je vous donne le programme. Dans un instant, vous répondrez aux questions de François Langlais, aux questions économiques de François. Bonsoir à vous, François. Vous partirez ensuite en immersion dans un village de Lozère. Vous avez rencontré le curé de la paroisse, ses paroissiens et les migrants qu'ils ont accueillis. C'était un échange très fort, on va le voir. Ce sera ensuite le moment de l'invité surprise. Un indice, vous le connaissez bien, ou plutôt vous le connaissiez bien, pour être précise. Place ensuite aux Français pour une question directe sur la laïcité et sur l'islam. Vous serez également interpellé par une mère de famille homosexuelle qui a eu recours à la PMA. Puis ce sera le moment attendu du duel et c'est le tout nouveau porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, qui vous fera face. Vous serez également soumis en fin d'émission aux questions acérées de Nathalie Saint-Cric. Bonsoir à vous, Nathalie. Et enfin, Jean-Baptiste Marteau qui vous posera une question sélectionnée parmi celles des internautes. Vous pouvez d'ores et déjà poser vos questions sur Twitter et sur franceinfo.fr. Et puis Jean-Baptiste nous donnera le verdict final, le résultat du sondage Ipsos Soprasteria. Il vous dira si vous avez oui ou non convaincu les Français ce soir. Sachez que toutes vos déclarations seront scrutées, vérifiées, fact-checkées, cher Laurent Wauquiez, par nos partenaires de l'imprévu.fr. Et je salue également ce soir les nombreux téléspectateurs de TV5 Monde. Et puis enfin, je vous le rappelle, la nouveauté de cette année, l'émission politique La Suite vers 23h. 5 invités prestigieux qui débattront de votre prestation notamment et des questions d'actualité du moment. Voilà, c'est parti. Vous êtes prêts ? Allons-y. On commence avec quelques questions d'actualité sur le vif. Hasard des calendriers, Emmanuel Macron est en ce moment même chez vous, Laurent Wauquiez, puisqu'il présente ses vœux au monde agricole dans votre région, en Auvergne. Vous n'y êtes pas, et pour cause, vous êtes là. Sinon, bien sûr, vous l'auriez accueilli dans la région. Bien sûr. Vous n'avez pas de mots assez durs pour critiquer Emmanuel Macron et ce soir vous allez nous expliquer pendant 2 heures ce que vous lui reprochez, ce que vous reprochez à sa politique. Mais il n'y a vraiment rien qui trouve grâce à vos yeux depuis 7 mois qu'il est président, vraiment rien du tout. Bien sûr que si, et on sera amené à l'aborder, je pense, par exemple comme des sujets comme l'éducation nationale. Mais votre question me fait sourire, parce qu'on a l'impression que c'est vraiment totalement hors norme de ne pas s'esbaudir tous les matins quand on se lève sur ce que fait ce président de la République. Je vais être très sincère avec vous. Non, je n'admire pas l'augmentation de la CSG. Non, je ne partage pas l'idée qu'on augmente l'essence. Il est aujourd'hui en Auvergne. Chez moi, on ne va pas travailler avec le TER ou avec le RER ou le métro. On va travailler avec sa voiture. L'augmentation de l'essence, du prix du fioul, à la fin du quinquennat, ça aura fait perdre quasiment 500 € à des ménages de chez moi, pourtant très modestes. Vous voyez, je vous ai demandé quelque chose qui trouve grâce à vos yeux et vous commencez... L'éducation nationale. Alors justement, puisque tout le reste, on va en parler tout le long de l'émission. Et enfin, pardonnez-moi, il y a un dernier point qui est pour moi important. Vous avez invité beaucoup de monde sur ce plateau. Et la caractéristique commune de la quasi-totalité de vos invités, c'est qu'ils habitent tous à Paris ou dans sa proche périphérie. Je suis sans doute le seul invité de votre émission qui n'habite pas à Paris, qui habite au Puy-en-Velay. Il faudrait vérifier. Je les fact-check en ce moment. Non, Marine Le Pen est plutôt parisienne. Dans une ville de 20 000 habitants, dans un département de la Haute-Loire qui en fait 250 000. Et ça crée sans doute ma sensibilité aussi sur un certain nombre de sujets et le sentiment parfois que ce président de la République est très coupé des réalités du terrain
et au fond de ce qui se passe dans toute une partie du pays. Ça, c'est ce que je porte. Bien, on va en parler pendant toute l'émission. Vous avez eu le bac, Laurent Wauquiez? Il paraît, oui. Avec mention? Avec une mention bien, oui. Avec mention bien. Le gouvernement veut toucher à cette vache sacrée de la République qui Et existe vous? depuis... Oui, j'ai eu le bac, je vous remercie. depuis 200 ans, il veut amender le baccalauréat, moins d'épreuves, plus de contrôle continu, un grand oral à la fin de la terminale. Est-ce que le gouvernement a raison de vouloir toucher au baccalauréat? Je vous l'ai dit, mon but n'est pas que nous fassions une opposition systématique. Et le ministre de l'Éducation nationale, M. Blanquer, est plutôt quelqu'un pour qui j'ai de l'estime. S'il y a une réforme, une vraie réforme du baccalauréat, nous serons parfaitement capables non seulement de la soutenir, mais d'y contribuer de façon positive. Est-ce que vous avez lu là, les lignes? Bien sûr. À ce stade, j'ai deux points d'interrogation. Voilà, du rapport Mathieu. D'abord, je suis père. Et j'ai un fils qui s'apprête à passer au lycée. Et donc, évidemment, c'est des questions qui me titillent. Ce que je vois, c'est que nos enfants ont de plus en plus de mal à maîtriser les savoirs fondamentaux. Écrire sans faute d'orthographe, la maîtrise des savoirs scientifiques, l'apprentissage aussi de disciplines qui ouvrent l'esprit quand on va vers sa majorité, quand on va vers 18 ans. Dans les propositions du baccalauréat qui sont faites en ce moment, il y a deux points qui m'interrogent. D'abord, ils veulent avancer l'examen à avril. Ça veut dire 3 mois de cours de moins en terminale. Deuxièmement, ce qu'ils proposent, c'est uniquement 2h30 par semaine sur les disciplines fondamentales. Alors qu'à mon avis, il en faut plus. Et donc, et je finirai par là, on sera vigilant. Parce que ce que je constate parfois sur ce qui s'est passé depuis 1 an, c'est une grande communication. On nous décrit des réformes magnifiques, c'est des superbes montagnes, c'est le roi soleil, on n'a jamais vu ça en France. Et puis à l'arrivée, on tombe sur une toute petite souris qui ne changera pas grand-chose à la vie quotidienne des Français. Exemple, on nous a dit qu'on revaloriserait le pouvoir d'achat. Cette année commence par des hausses de CSG. Et je sais que vous brûlez de parler de la CSG, mais vous allez le faire avec François Longuet. Donc je voudrais continuer sur quelques autres questions. Par là, pour répondre très clairement à votre question, sur le baccalauréat, posture positive, à condition que ce soit pour tirer vers le haut et pas pour niveler vers le bas. On vous a connu pourfendeur, et je vous cite, des ayatollahs de l'écologie. On vous a connu défendant dans votre région des projets d'autoroute, des center parks, c'est pas franchement écolo. Et puis voilà que depuis quelques semaines, Laurent Wauquiez, vous défendez l'écologie. Vous êtes approprié le thème et vous voulez construire une écologie droite. Alors si vous me permettez, les questions sont rapides puisqu'on n'a pas beaucoup de temps, mais je voudrais juste essayer de saisir si vous êtes vraiment converti à l'écologie et comment. Question très simple. Est-ce qu'il faut fermer Fessenheim, oui ou non? Non, il ne faut pas fermer Fessenheim, parce que l'énergie nucléaire est une énergie qui ne rejette aucun CO2 dans l'atmosphère. Les Allemands qui ont renoncé au nucléaire polluent 2 fois plus que nous. Donc non pour Fessenheim. François Fillon, pendant la campagne présidentielle, défendait le nucléaire, 75% de la part de l'électricité fournie par le nucléaire. Est-ce que vous restez sur ça ou est-ce que vous pensez qu'il faut réduire à 50%? Non, moi ce que je pense, c'est qu'il faut qu'on garde notre volume de production d'électricité par le nucléaire, mais que toutes les augmentations doivent être faites par le biais des énergies renouvelables. Je voudrais répondre au fond de votre question. Je crois à une écologie qui soit une écologie de droite qui reste à inventer. Vous voyez, quand vous me parlez d'écologie, vous commencez par un projet de fermeture de Fessenheim. Fermeture. Parce que ça participe de la transition écologique de fermer les centrales nucléaires, non? Et pas nécessairement, comme je vous l'ai dit. D'accord, donc on garde le nucléaire et on est écolo. Bien sûr, et on peut développer à côté de ça les énergies renouvelables. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je pense que l'écologie ne passe pas nécessairement par les fermetures, par les normes et par les contraintes. Moi, ce que je veux imaginer, c'est une écologie de droite qui soit positive, par les projets, par l'innovation. Je vais vous donner un exemple très simple. Au pied du Mont Blanc, on est en train de travailler dans ma région pour faire émerger l'énergie hydrogène, en utilisant l'eau qui tombe des torrents pour en faire de l'électricité, la transformer ensuite en capsules hydrogène qui permettent de faire tourner des voitures sans aucune émission de CO2. Vous pouvez faire ça. Tout en défendant donc promouvoir les énergies renouvelables tout en défendant le nucléaire. Une écologie de droite et qui reste parfaitement inventée, parce que vous avez raison de me regarder avec un point d'interrogation. Oui, jusque-là, ce que j'allais vous dire. La droite n'a pas été capable d'avoir un discours. Et pour l'instant, vous n'avez pas encore d'idée très claire, ça reste à inventer, vous nous dites. Non, pas du tout. Ce que je veux dire par là, c'est que je crois profondément à cette idée, pas l'écologie punitive, mais l'écologie par l'innovation et par les projets. On va essayer ce soir de mieux vous connaître, Laurent Wauquiez, parce qu'au fond, ça fait 15 ans que vous faites de la politique. Vous avez été député, 3 fois ministre, vous avez été porte-parole de Nicolas Sarkozy, président de région, et les Français vous connaissent peu. Il y a un paradoxe autour de vous depuis quelques semaines. Vous avez été plébiscité par la base, vous avez été élu à la tête des Républicains avec 75% dès le premier tour, et pourtant, ça devrait asseoir votre légitimité, et pourtant, écoutez ce qu'ils disent de vous. J'ai entendu Laurent Wauquiez dire « Trump est inspirant ».
Voilà. Bah, moi, Donald Trump ne m'inspire pas. On voit qu'il se radicalise de plus en plus, il se droitise. Nous sommes dans une dérive, je ne reconnais plus ma famille politique, alors j'ai décidé de la quitter. Je n'ai pas payé ma cotisation, effectivement, de 2017, et je n'ai pas envie de payer celle de 2018. L'objectif, c'est qu'il dégage tout le monde, qu'il supprime la primaire, et qu'il est candidat du parti. Voilà, c'est assez simple comme schéma. Qu'est-ce que vous leur avez fait, Laurent Wauquiez? Qu'est-ce que vous payez, selon vous? Peut-être deux choses. D'abord, la première, vous le savez, en politique, la capacité à travailler en équipe est parfois faible. Même pour vous? Non, ce que je veux dire par là, c'est que nous sortons d'une élection qui a été catastrophique pour la droite, dans laquelle non seulement on a perdu, mais j'en suis très lucide aussi, on a déçu et on a écœuré. Ce que je pense profondément, c'est qu'on a besoin de construire une nouvelle droite. Je pense profondément que mon devoir, c'est de faire émerger une nouvelle génération. Des nouveaux visages, ouvrir les portes et les fenêtres de la droite. Donc vous dites qu'ils sont aigris parce qu'ils ne sont pas jeunes et c'est pour ça qu'ils vous critiquent? C'est un peu non, court, c'est non? pas du tout ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que je pense qu'il faut qu'on tourne la page de toutes ces aigreurs recuites, de toutes ces divisions qui ont tué la droite, et essayer au fond de porter un nouveau projet. Et là-dessus, bien sûr qu'il peut y avoir des différences. Mais sur votre personnalité, il y a Juste, quand même... Mais juste pardonnez-moi pour qu'on essaye de comprendre. D'aller jusqu'au bout de la réponse que vous m'avez posée. Oui, ce que j'ai décidé, parce que je pense que c'est ce qui a tué la droite. Petit à petit, nous avons construit une droite dans laquelle, au fond, pour faire semblant de garder tout le monde à bord, on a fait du filet d'eau tiède. On ne disait plus rien et on en faisait encore moins quand on était aux responsabilités. Et on a creusé ainsi, petit à petit, un grand fossé entre les Français et nous. Oui, c'est vrai, c'est ma caractéristique. J'ai tendance à dire les choses. J'ai tendance à le dire de façon un peu trop directe, de façon Vous êtes peut-être... cassant parfois. Ce matin, on dit brutal, népotisme, despotisme, mépris. Oui. Florence Portelli, le premier président stalinien de l'histoire de la droite. Pardon, Je veux dire, c'est... vous me faites sourire. Vous auriez pu peut-être aussi citer tous ceux qui disent du bien de moi. Alors, je sais bien que je n'ai pas que des qualités. Il suffit que je lise d'ailleurs la vous avez presse pour surtout tous pas les que jours. vous n'avez pas que des amis dans Mais votre propre vous famille. savez, et je vais répondre à cette question. Je pense que le drame de la politique française, c'est qu'on a des élus qui cherchent à plaire à tout le monde, qui cherchent à ménager la chèvre et le chou, en même temps, puisque c'est l'expression à la mode. À l'arrivée, on ne sait plus du tout ce qu'ils pensent. Je ne suis pas venu sur votre plateau pour faire du consensus mou. Je suis venu sur votre plateau pour défendre les convictions et les valeurs qui sont les miennes. Et pour qu'à l'arrivée, les gens qui nous écoutent puissent se dire, on ne partage pas nécessairement toutes ces idées, mais il y a une colonne vertébrale, il y a une vision, et il les défend clairement. Je vais vous poser une question. C'est pour moi beaucoup plus important que d'essayer de faire en sorte de préserver toutes les pièces du puzzle. Est-ce que ça vous touche, les critiques, Laurent Wauquiez, ou Dominique Bussereau dit, Wauquiez, les critiques, ils sont fous? Bien sûr que non. Vous savez, ça m'a même parfois blessé. Mais je ne suis pas sur ce plateau pour étaler mes états d'âme. Ce qu'attendent les Français en écoutant cette émission, c'est de se dire qu'est-ce qu'ils pensent sur les impôts, qu'est-ce qu'ils pensent sur la laïcité, qu'est-ce qu'ils pensent sur l'intégrisme, qu'est-ce qu'ils pensent sur le travail. Voilà, c'est ça ce que les Français attendent. Question. Et un point aussi, vous auriez pu aussi faire parler des gens qui sont autour de moi, à l'image de Gérard Larcher, le président Gérard du Larcher, Sénat, il est derrière, voilà. Ça, c'est avec les gens qui lequel je vous ont travaille. accompagné. À l'image de Virginie Calmels, qui est une jupéiste, qui a souhaité s'engager à côté de moi, à l'image des nouveaux talents qui sont ici. Mon équipe a une moyenne d'âge de 40 ans. Alors bien sûr, peut-être que ça crispe un peu les égos des uns et des autres, mais je pense que la droite a besoin de ce renouvellement. Alors, je vais vous montrer trois personnalités qui sont aujourd'hui au pouvoir en Europe. Et vous allez me dire de quelle vous vous sentez le plus proche. Est-ce que c'est Angela Merkel, 4e mandat? Est-ce que c'est le jeune chancelier autrichien Sebastian Kurz qui a repris un parti conservateur en perte de vitesse et qui en a fait une machine de conquête du pouvoir? Ou est-ce que c'est Theresa May, la première ministre britannique? Duquel vous vous sentez le plus proche? Écoutez, d'abord, j'aime bien l'idée qu'on puisse tracer sa voie. Je vais vous dire. Mais j'aime bien l'idée quand même qu'en France, on puisse avoir un peu cette fierté, cet orgueil national consistant à se dire, allez, traçons notre propre voie. Maintenant, si vous m'interrogez, Theresa May, non, parce que je pense qu'elle a amené le Royaume-Uni à une des erreurs historiques. L'exemple autrichien, sûrement pas, parce que je ne m'engagerai jamais dans un chemin d'alliance entre la droite et des élus d'extrême droite. Donc le cas de Sebastian Kurz, ce jeune homme de 31 ans qui est le plus jeune chef d'État d'Autriche, chancelier d'Autriche, qui a donc fait une coalition avec l'extrême droite,
Ce scénario-là, Laurent Wauquiez, président, 3 ou 4 ministres du Front National, c'est pas envisageable. Vous savez, j'ai toujours été très clair là-dessus. Et j'ai toujours très clairement dit que tant que je m'occuperai de ma famille des Républicains, il n'y aura jamais d'alliance avec des élus du Front National. Mais par contre, je revendique aussi que nous parlions à ces Français qu'on a souvent écœurés, qui ont voté pour Marine Le Pen au second tour de la présidentielle, et qui ne sont pas des fascistes et des extrémistes. Écoutez ce que dit Thierry Mariani, qui est dans votre camp, qui est toujours reparti chez les Républicains, sur Télé-Liberté. Je précise que c'est une télévision qui a été créée par des anciens frontistes. Écoutez ce qu'il disait il y a quelques semaines. Est-ce qu'on doit faire ce rassemblement? À un moment ou à un autre, les gens qui pensent à peu près la même chose devront se rassembler. Voilà. Aujourd'hui, quand je regarde le programme du Front National, j'ai l'impression que c'est le programme du RPR quand j'y ai adhéré. Mais soyons honnêtes, aujourd'hui, il n'y a plus grand-chose qui sépare le discours. Qu'est-ce que vous lui répondez? Que je ne suis pas d'accord avec lui. Il peut dire ça et rester dans le parti? Oui, parce qu'il peut y avoir une diversité. Enfin là, il dit soyons honnêtes, on a le même programme, on pense la même chose, qui se ressemble, oui. s'assemble. Eh bien, je ne pense pas la même chose que Thierry Mariani. Et le cap, c'est moi qui le définis. Et donc, il n'y aura aucune ambiguïté là-dessus. Je voudrais prendre un exemple tout simple. Sur ce plateau même, vous avez interrogé Marine Le Pen sur la question de l'euro. Elle a été incapable de vous répondre. Ce n'est pas une petite question pour les Français. Si on sort de l'euro, ce sera une catastrophe pour le salaire des Français ou pour leur compte d'épargne. Moi, ma parole est très claire. Je veux que la France reste dans l'euro. Et donc, bien sûr, qu'il y a des différences fondamentales, à la fois en termes de vision et en termes de proposition. Et pourtant, parfois, il y a des choses un petit peu troublantes. Je vous demande d'écouter un dernier extrait. Écoutez ça. Il y a des choses un petit peu troublantes, parfois, dans la sémantique utilisée par vous et par les gens du Front National. Regardez. Si on fait le solde des entrées et des sorties, à peu près 350 000 nouveaux arrivants sur le sol français. Une ville comme Bordeaux, plus que Bordeaux d'ailleurs, chaque année en France. Notre pays n'a plus la capacité à accueillir autant d'étrangers. Ça veut dire que chaque année, on accueille l'équivalent de la ville de Bordeaux. Je rappelle que c'était le même jour, la semaine dernière, un même matin, vous faisiez 2 matinales, vous et Louis Alliot du Front National, et vous utilisez la même sémantique, la même comparaison, la même métaphore. Bordeaux. Mais, Madame Salamé... Notez que c'est un peu troublant. Vous vous attendez à quoi? Vous vous attendez à ce que, pour vous plaire, je fasse une droite qui ne parle pas d'immigration? Vous vous attendez à ce que je laisse le monopole du discours sur l'immigration au Front National? C'est hors de question. Ça fait trop d'années que la droite a capitulé et qu'elle a renoncé à aborder un certain nombre de thèmes qui sont pourtant fondamentaux pour les Français. La sécurité, dont vous ne me parlez pas ce soir, alors qu'on a la problématique dans les prisons. La question du déclassement des classes moyennes, qui sont inquiétées pour l'avenir de leurs enfants. Et tout simplement, la question de l'intégration républicaine. Et vous pensez que je ne vais pas en parler? Non, mais donc vous avez des thèmes idéologiques communs, vous avez des priorités idéologiques communes. Mais vous pensez que parce que le Front National aborde un sujet, je ne vais pas l'aborder? Non, je n'ai pas dit ça. Eh bien, je vous réponds. J'aborde des sujets qui sont importants pour les Français et j'essaye d'apporter les réponses dont je pense qu'elles permettront d'amener notre pays dans une meilleure direction. Et de la même manière que je ne veux pas laisser le monopole du social à la gauche, je ne veux pas laisser le monopole du discours sur l'immigration à l'extrême droite. Bien, Laurent Wauquiez, on va en venir à présent à vos idées et à vos propositions économiques. Ça s'appelle Demander le programme et c'est avec François Langlais. Avec plaisir.